sur Europe 1. Wendy Bouchard avec votre invité. Maintenant, vous revenez sur cette méprise autour de l'arrestation d'un homme à Glasgow. Méprise, c'est le terme en effet. D'où viennent ces erreurs en cascade sur la base d'une dénonciation anonyme? On va laisser le temps aux enquêteurs de Glasgow et de Paris de remonter maintenant le fil des responsabilités, alors que le mystère du pont de Ligonnès reste entier à l'heure où nous parlons. Bonsoir Jean-Marc Bloch. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Vous qui êtes ancien directeur du SRPJ de Versailles, vous êtes un grand connaisseur de la police judiciaire. D'abord, à qui profite cette méprise, ce raté terrible, si j'ose dire? Parce que si cet homme est vivant, et vous le pensez au fond, il est probablement dans la jubilation ce soir. Je ne sais pas s'il est dans la jubilation, mais ça doit effectivement le faire sourire dans la mesure où il a pu apprendre cette méprise. C'est une méprise alors qui est due sûrement à beaucoup de facteurs, une combinaison de facteurs, une précipitation peut-être dans l'information. Là, on voit tout à fait qu'il y a un enchaînement. On ne vérifie pas ni la police ni la presse n'a vraiment vérifié la fiabilité de cette information. C'est parti à toute vitesse et là j'ai l'impression que ça a échappé à tout le monde. Oui, c'est à chacun maintenant de faire son examen de conscience. Nous avons été très scrupuleux et je salue le service police-justice d'Europe 1 d'avoir toujours parlé au conditionnel et d'avoir été prudent comme notre métier l'exige. Aujourd'hui, on travaille avec ces sources, police écossaise, police française, des sources qui sont aujourd'hui en interrogation aussi, Jean-Marc Bloch, manifestement. Absolument. Tout à fait. Vous savez, on parle beaucoup quand on travaille. On a aussi bien vous que nous des sources qui sont des sources dites confidentielles, c'est-à-dire des sources dont on ne peut pas faire état parce que si on en fait état, on les grille. Bien sûr. On ne peut plus, elles ne serviront plus. Donc c'est quelque part une information. On fait confiance à son informateur, entre guillemets, à celui qui fournit l'information, mais on ne peut pas tellement aller plus loin. Donc c'est quand même assez dangereux, d'autant que, normalement, on prend le temps de recouper, de vérifier, etc. Mais là, c'est vrai que pour un tel événement, parce que c'est l'ampleur de l'information, quelque part, du pont de Ligonnès, c'est une affaire exceptionnelle, comme l'a été l'affaire Villemin, etc. C'est le genre de truc qu'on peut probablement assez difficilement retenir. Oui, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, Jean-Marc Bloch, parce que l'affaire est tellement exceptionnelle et les fausses pistes ont été tellement nombreuses qu'on ne comprend pas aujourd'hui comment cette précipitation, cette absence de prudence a pu être possible. C'est ça qui est difficile à comprendre. Alors, si vous voulez, en plus, il y a deux pays en coopération. D'un côté en coopération peut-être pas très bien comprise quelque part. Il y a d'un côté la France, de l'autre l'Écosse, avec des méthodes, et c'est ça moi qui m'a étonné le plus, avec des méthodes d'identification des gens qui ne sont pas forcément les mêmes. Nous, on parle toujours de 12 points, en ce qui concerne les empreintes digitales, de 12 points de comparaison. Il faut qu'il y ait 12 points qui soient identiques pour qu'on puisse dire c'est très vraisemblablement la même personne. Et là, il semblerait que les Écossais, en ayant 5 points identiques, on peut dire c'est vraisemblablement la même personne. Donc on a déjà un écart, si vous voulez, de la fiabilité. Et c'est important que vous reveniez sur ce point-là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré d'exigence n'est pas le même. N'est pas le même, le degré d'exigence d'un pays à l'autre. Alors ça pose quand même des problèmes, au-delà du pont de Ligonnès. Du pont de Ligonnès, c'est quelque part un fait divers, c'est un fait unique, etc. Mais on est dans une période du terrorisme. On cherche à identifier des gens, à savoir où ils sont, etc. Et là, à mon avis, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Parce que si, d'un pays à l'autre, on n'est pas très loin entre l'Écosse et nous, c'est pas le bout du monde, on n'arrive pas à avoir les mêmes critères pour identifier quelqu'un, c'est donc que, comme disent les spécialistes, il y a des trous dans la raquette. On n'est pas... dans le cadre d'Europol, il faut avouer que c'est inquiétant pour la population qui attend beaucoup les enquêteurs. Je pense que vraiment, on devrait, au niveau européen, revoir nos normes, avoir les mêmes normes, parce que c'est des trucs techniques, c'est pas des trucs législatifs, c'est pas des trucs compliqués à faire. Bien sûr, oui. Ou ça veut dire, Jean-Marc Bloch, qu'il faut aussi abandonner peut-être cette technique d'identification et ne se fier aujourd'hui quasiment exclusivement qu'à l'ADN? Alors, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait une technique, je crois qu'il y a plusieurs techniques et que c'est le cumul des techniques qui permet d'avoir une identification certaine. C'est pas du tout... C'est exactement comme quand on dit l'ADN a remplacé l'aveu, etc. C'est pas vrai. Tout ça va ensemble, ça se complète. La chimiothérapie remplace pas la radiothérapie, etc. Tout ça, ce sont des méthodes qui se complètent pour arriver à un résultat. C'est pas parce que quelque chose de nouveau arrive, entre guillemets, sur le marché, l'ADN est arrivé dans les années 90 sur le marché, que ça a détrôné les empreintes digitales. Non, pas du tout. C'est un plus.
mais ça ne retire rien à ce qui existait avant. Je voudrais que vous nous parliez aussi en qualité d'ancien du 36 quai des Orfèvres et d'ancien directeur du SRPJ de Versailles sur aussi la difficulté de traquer les personnes en cavale. Ça nourrit probablement aussi beaucoup de fantasmes, notamment la transformation, la chirurgie esthétique, tout ce qu'on a pu entendre. Alors là aussi, on mélange beaucoup de choses. Il y a des cavales qui sont des cavales de voyous, qui sont en échec sur un braquage ou un trafic de stupes. Et là, ils sont dans l'immédiateté, il faut se sauver tout de suite parce qu'ils risquent d'être arrêtés, ils veulent échapper à la police, échapper à la justice le plus rapidement possible. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie cavale. C'est une cavale qui coûte cher, il faut avoir des complices, parce qu'il n'y a rien de préparé. Alors qu'en ce qui concerne Dupont de Ligonnès, c'est pas une cavale, c'est une fuite. C'est pas du tout la même chose. Dupont de Ligonnès, il a préparé son acte des mois et des mois. Enfin, si c'est bien lui l'auteur, parce qu'il y a la présomption d'innocence, ne l'oublions pas. Si c'est lui qui est l'auteur de ce quintuple meurtre, c'est quelque chose qui a été tout à fait préparé. C'est pas quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose d'improvisé. Ces meurtres ont été préparés. Et ensuite, la fuite, elle est préparée aussi. Elle n'est pas du tout faite. Elle n'est pas du hasard. Il y a un moment de rupture. La rupture, elle se fait à Roquebrune-sur-Argence. Là, quelque part, devant cette caméra à l'extérieur du Formule 1, il dit au revoir. Et à mon avis, c'est là où Dupont de Ligonnès n'est plus. Dupont de Ligonnès, c'est monsieur, je ne sais pas qui, ça pourrait être un nom écossais, mais ça peut être aussi un Américain, que sais-je. Il a probablement une autre identité qu'il a déjà préparée et probablement un point de chute qu'il connaît, que lui seul connaît à ce moment-là. Mais Dupont de Ligonnès, à partir de ce moment-là, a disparu. C'est ça le problème. Rupture, oui. C'est que ça a été préparé, il y a un point de rupture, et c'est quelque chose qui a été préparé. D'où votre intuition, vous considérez que pour vous, il est encore vivant. Ces affaires... Écoutez, ce serait étonnant qu'il ait fait tout ça, qu'il ait prémédité tout ça de cette façon, qu'il ait retardé les recherches de la police en répondant aux SMS, en envoyant des lettres, etc. Oui, etc. tout ça pour ça. Tout ça pour se suicider après. En général, dans les drames familiaux, l'auteur des homicides se suicide dans les 5 minutes ou 10 minutes qui suivent. C'est une espèce de crise qui atteint son paroxysme avec... mais là, c'est pas le cas du tout. C'est très froid, c'est très calculé, c'est très méthodiquement fait. Donc c'est pas pour se suicider, je ne pense pas. Quelques mots pour terminer, Jean-Marc Bloch, parce que les enquêteurs vont travailler sur le fil des responsabilités, je le disais, mais aussi sur la personne à l'origine de la dénonciation. C'est une affaire qui attire, qui excite la curiosité, les instincts de vengeance aussi probablement. Il faut quand même avoir l'esprit sacrément tordu et morbide pour dénoncer sur ce type d'affaires, comme ce fut le cas. Vous savez aussi bien que moi, la dénonciation, c'est quelque chose d'assez banal. On l'a vécu dans plusieurs périodes de notre histoire, dans des situations extrêmement différentes les unes que les autres. Mais dès qu'il y a des tensions entre les gens, tout le monde est prêt à se balancer. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible, d'assez odieux. C'est comme ça. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a une dénonciation dans le cadre de l'affaire Dupont de Ligonnès, j'entends. Ben non, pas du tout. Il y a eu la police nantaise, enfin les SPJ de Nantes, il y a eu plus de 1000, en fait, sont partis sur plus de 1000 Dupont de Ligonnès, si vous voulez, sur 1000 informations différentes. Oui. Il y en a pas mal qui viennent de dénonciations. Bien sûr, merci. National. Merci Jean-Marc Bloch, merci pour ces précisions. Je vous en prie. L'ancien directeur du SRPJ de Versailles, merci beaucoup.